Présentation de toutsurlehockey.com. Repêchage 2025, l'une des têtes d'affiche. Je dis l'une parce qu'il y a un débat en haut du repêchage encore, mais pour l'instant, c'est toujours James Hagens qui trône au premier rang des meilleurs espoirs pour ce repêchage-là. Pascal, j'ai eu l'occasion de regarder 2 matchs de James Hagens depuis le début de sa saison. Je sais que tu l'as regardé également, d'où la production d'un Game Report pour un de nos membres ou des membres Patreon. Donc, on va starter l'épisode immédiatement avec les débuts de James Hagens dans la NCAA. Pascal, comment tu as trouvé l'étiqueté meilleur espoir de ce repêchage-là à ses débuts dans les rangs universitaires? Comme tu l'as dit, il y a un débat. C'est sûr et certain qu'il y a un débat sur le premier rang. Il n'y a rien de cané pour l'instant, mais ça va super bien pour lui. En ce moment, je trouve que le problème vient surtout du manque de chimie avec ses coéquipiers. Il a joué avec plusieurs joueurs quand même là, dans le top 6 de la formation. Enfin, il a joué un peu avec Perrault, il a joué aussi avec Stiga. C'est plus avec Stiga qu'il va jouer, là, un joueur qu'on adorait aussi Stiga et Gasso. Moi, les matchs que j'ai regardés, Gasso, il était avec ces deux-là. Ouais, il jouait avec Gasso au début. Là, il y a eu des présences avec Perrault et des présences avec Leonard. Fait que, tu sais, il y a comme un melting pot de joueurs avec qui va jouer. Mais ça va super bien. C'est juste que la chimie avec les autres, lui, ses décisions sont rapides. Il crée des jeux d'une façon éclair, dans le fond. Ses décisions sont vraiment prises rapidement. Il y a un bon pace, il y a un excellent pace, ce gars-là. Il n'y a pas nécessairement un edge, mais c'est pas quelqu'un qui a peur non plus du trafic. Donc, ça va bien pour lui individuellement, mais des fois, ses jeux sont trop rapides pour la lecture de ses coéquipiers. Fait que, il va faire une passe incroyable entre 2-3 bâtons il va te sortir un jeu, puis on dirait que ça a l'air d'un jeu raté, moffé, qui a une mauvaise lecture, mais la passe était là, elle était sur le bâton, elle a juste passé, elle a été faite 2-3 secondes avant qu'on pourrait penser qu'il pourrait la faire. Un joueur normal le ferait. Fait que ça surprend souvent ses coéquipiers. Puis tu sais, je pense pas que c'est un manque d'adaptation de sa part, c'est juste, il est vraiment différent de Will Smith avec qui était avec ces joueurs-là l'année passée. T'sais. Fait qu'en ce moment, moi personnellement, pour détrôner un first overall, projeté depuis plusieurs années, surtout si on se fie à ce qu'il a fait dans les années passées, ça prend soit vraiment une mauvaise performance du joueur ou un incroyable des autres. T'sais. En ce moment, est-ce que ça se passe? Ben, Hagens fait rien d'incroyable, mais il joue super bien, puis je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Puis Martone, puis t'as d'autres joueurs qui font super bien, fait que c'est ça qui est le fun de ce repêchage-là. C'est que le débat, il vient pas du fait qu'il y a une personne qui joue mal. Il vient du fait qu'il y a plusieurs joueurs qui jouent très bien. Oui, il y a d'autres joueurs du top 10 que ça va pas super bien. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être s'insérer dedans. Mais c'est pas grave. On parle du top. Puis pour le top, il y a débat parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien. Puis Hagens joue certainement bien. Ça pourrait aller mieux, mais c'est pas nécessairement de sa faute. Fait que peut-être qu'il pourrait simplifier pour commencer. Puis après ça, complexifier son jeu. Mais je vois pas nécessairement le problème. Dans les matchs de James Hagens, que j'ai remarqué, pas d'inquiétant, mais une chose qui me frappait aux yeux, c'était son playmaking, sa façon de distribuer la rondelle. Beaucoup de passes ratées, des passes mal timées dans les patins à l'adversaire.
Est-ce que selon toi, premièrement, Pascal, est-ce que tu as remarqué ces choses-là aussi dans le jeu de James Higgins? Puis, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce manque de timing-là en début de saison du côté d'Higgins? Non, non, c'est ça que j'en parlais un peu au début de mon allocution. C'est-à-dire que sa lecture est vraiment rapide. Il sait ce qu'il veut faire, mais c'est pas encore implanté collectivement. Fait que, tu sais, vouer la possibilité de passe, vouer la ligne de passe, prend sa décision dans un éclair, mais l'autre, il n'a pas fait la même lecture, il n'a pas fait assez vite. Fait que la passe est ratée, ou lui-même manque un peu d'exécution au niveau de sa passe, qui était à faible pourcentage. Fait que, tu sais, faut qu'il apprenne à augmenter le pourcentage de ses passes. Est-ce que ça se fait par... C'est pas nécessairement que sa lecture au départ était mauvaise, c'est plus adapté à read the room. C'est adapté à la pièce, dans le fond, à tes joueurs puis collectifs. T'sais. Puis ben, ça va passer aussi par les entraîneurs, puis par l'augmentation du nombre de répétitions avec ses coéquipiers. Là, ça change beaucoup, ses coéquipiers. Sur l'avantage numérique, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est ça. Il n'y a pas trop de dentelle au moins. Il y en a quand même un peu, mais si je compare à Will Smith, c'est vraiment moins pire. Puis il faut qu'il tire plus au filet aussi. Il tire pas assez au filet. Fait que faut qu'il se diversifie un peu plus. Là. Mais c'est toutes des affaires de. Il passe de USHL, du NBA, du programme américain, vers la NCAA. Fait qu'il y a quand même une adaptation. Mais il joue avec des excellents joueurs, mais quand même, ils ne sont pas à son niveau. On voit les débuts d'Higgins, puis d'ailleurs, je dois rajouter le fait qu'il tire pas, qu'il devrait tirer plus en fait, me tannait aussi parce qu'à un moment donné, quand ton jeu de passe est pas déficient, mais ça fonctionne pas, là, honnêtement. J'aurais pu me prendre un décompte pour calculer le nombre de passes manquées là, qui est arrivé dans les matchs que j'ai regardés, mais quand le jeu ne fonctionne pas, essaie de changer. Prends des tirs qui donnent des rebonds. À la limite, ça va faire en quelque sorte une forme de passe en soi. Fait que ça, j'aurais aimé ça, voir un peu plus ça dans le jeu de James Higgins. Mais on voit présentement son début de saison en NCAA. On se souvient les débuts de Macklin Celebrini au sein de Boston University. À ce stade-ci de la saison, Pascal, au niveau de leur transition vers la NCAA, est-ce que c'est justifié en fait de dire que James Higgins n'est peut-être pas au niveau de Macklin Celebrini? Plus facile pour Celebrini, selon moi, de s'adapter à l'NCAA de par le fait qu'il est vraiment sur 200 pieds. T'sais, c'est quelqu'un qui basait son jeu sur un moteur acharné, un moteur qui arrêtait jamais, puis sur sur du chien quand même. C'est un gars physique, c'est un gars responsable aussi sans la rondelle, une bonne intelligence, peut-être pas le niveau élite offensif de Higgins, mais quand même un bon niveau. Puis aussi, il y avait des coéquipiers assez bons aussi en Lee Hudson. Donc, il n'est pas nécessairement de son niveau parce que le type de jeu, plus cérébral, plus d'habilité, plus basé sur les skills que sur la drive, amène le fait que c'est peut-être un peu plus difficile de s'adapter. Parce que le contexte de tes coéquipiers amène plus de points d'interrogation versus Celebrini, que peu importe avec qui il joue, ça va bien aller pareil parce que c'est vraiment plus en ligne droite. Fait que est-ce qu'on peut parler qu'ils sont dans le même tier ou ben Higgins c'est plus bas? Je suis pas prêt à dire qu'il est plus bas nécessairement. Mais le style de jeu fait en sorte que c'est peut-être un peu plus difficile. T'sais, le niveau physique, ben, Higgins n'a pas le chien puis il n'a pas la force physique là, de Celebrini. Fait qu'il y a ça aussi. Mais le plafond offensif, peut-être irait plus à Higgins à long terme. On va voir au cours de la saison, mais je pense pas qu'il quitte le top 2 ou 3 là, de la majorité des listes. Là. C'est un excellent joueur. Parlons-en du top 3, Pascal. On voit souvent des discussions en commentaire par rapport à ça. Oui. Un top 3 qui se resserre présentement avec les performances de Porter Martone et de Michael Misia. Tu l'as dit tantôt, c'est le fun. C'est un repêchage qui met d'avant des joueurs qui produisent. Ouais. Ce que dans les dernières années, des fois, on avait des top espoirs qui décevaient peut-être dans la façon de performer.
on le dit souvent, tu sais, est-ce que Porter Morton et Michael Misha ont des chances de ravir le premier rang à James Higgins avec les performances qu'ils offrent présentement? Ben, comme je dis, le débat est là. Puis tu peux ajouter aussi Matthew Schaefer, qui malheureusement a eu la mononucléose avant que la saison commence, fait qu'il a manqué un bon bout. Il est revenu. Puis écoute, je pense qu'il a joué 30 minutes les 2 premiers matchs qu'il a joué. Fait que tu sais, c'est comme, OK, c'est une maladie que t'es vraiment fatigué. C'est ça. Non. Puis tu sais, c'est pas nécessairement une équipe incroyable, là, Harry. Donc, tu sais, ça va super bien pour lui en ce moment. Il a repris quasiment où il a laissé dans les compétitions internationales là, qu'il a joué. Donc, c'est quasiment une bagarre à 4 en ce moment. Puis, tu sais, on va souvent, on va dire, mettons, qu'un repêchage est bon ou non si, selon le top. C'est selon, OK, il y a un Bédard cette année, donc incroyable, c'est un draft incroyable. Cette année, ben, tu sais, Slavkovski, Cooley, Wright, que bon, c'est pas lequel, fait que c'est peut-être un peu moins fort comme repêchage, mais je suis pas prêt à dire ça. Je trouve ça quand même le fun d'aborder un repêchage avec ce genre de débat-là dans le top. Surtout que c'est positif parce que justement, ils jouent tout bien. Donc, moi, le débat est assurément là. Est-ce que Michael Misha a d'affaires là? Tu peux pas ne pas le considérer à cause du début de saison qu'il a. Écoute, il produit, il est bon sur 200 pieds. Pas nécessairement le plus physique, mais il n'a pas besoin de l'être parce qu'il est, encore une fois, très cérébral, très, très Shane Wright. Ce que Shane Wright aurait aimé être à son année de repêchage, ben Misha, il l'est. Il est plus dynamique, plus rapide aussi, plus confiant que la rondelle, est capable de la contrôler plus longtemps aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours été un grand défendeur de Shane Wright, qui est peut-être plus un marqueur qu'un vraiment un fabricant de jeu, mais l'année qui a manqué de développement paraît en sacrement. Puis pour Misha, ben, ça paraît pas parce que justement, il n'a pas manqué d'années. Fait que, oui, vas-y. Ils ont tellement la même technique de patin, ces deux-là. Là. Juste dans la façon d'effectuer un virage, dans la façon d'aborder le filet, Misha puis Wright, c'est tellement similaire. Même le tir des poignets, il y a vraiment beaucoup de similarités dans les deux profils. Puis comme tu l'as parfaitement dit, Misha produit comme Wright aurait dû produire à son année repêchage. Fait que c'est dur de le diminuer comme en dehors de ce top 3, top 5 là, à peu près cette année. Là. Puis son équipe, depuis qu'il est dans la ligue, il n'y a pas des mauvais coéquipiers. Il y a Parrick en arrière là, qui est capable de sortir la puck et de voir ce qu'il fait en offensive. Fait que, il y a eu Beck l'année passée aussi. Sagina, là, en ce moment, c'est pas une mauvaise place pour Michael Misha. Vraiment pas. Là. Il y a tout ce qu'il faut versus Wright qui a son année de repêchage puis les années d'avant, à part à 15 ans, c'était vraiment tough pour lui parce que c'était une équipe de merde. Donc, tout est bien pour lui pour avoir une bonne saison puis ben, il répond aux attentes. Répondre aux attentes dans son année de repêchage, c'est un gros plus, mettons. Surtout quand t'es projeté dans le top depuis un bon bout puis que t'as un statut quand t'avais 15 ans. Éric Pierre nous pose la question sur YouTube. Salutations, Éric. Pensez-vous que l'avenir de Higgins serait à l'aile plutôt qu'au centre? Pascal, ton avis là-dessus? C'est sûr que ça va être un débat dans les prochaines années par rapport à son gabarit. Mais... Puis ben, en défensive, il est quand même assez impliqué. C'est pas un gars qui a un mauvais bâton. Il a quand même le goût de se replier, si on veut. Ça pourrait être mieux, c'est sûr et certain. Ce ne sera jamais un gars qui va dominer dans le trafic, physiquement. Mais de façon intelligente, avec un bon pace, probablement qu'il va être utile. Mais la façon qu'il contrôle le jeu, qui quand même est capable de cacher ses intentions, qui aime avoir la rondelle, de la misère à le voir autre qu'au centre. Versus Celebrini, que j'aurais pu le voir à l'aile aussi, ce joueur-là, de par sa façon de jouer. Je le vois plus utile au centre. Ça va dépendre d'où il est repêché, évidemment. Mais tu sais, mettons qu'il est repêché par le CH, là, il ne peut pas aller ailleurs qu'au centre, ce gars-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Donc,
je mettrais 25% à elle, 75% au centre, mettons, là, pour vraiment jouer conservateur. Mais je le vois au centre. Good. Pascal, cette semaine, t'as parlé dans ton hebdo d'un petit joueur qui m'est tombé dans l'œil l'année passée, en fait. Et on parle ici de Riker Lee. Yes. Riker Lee qui, l'année passée, jouait à Shattuck avec les Will Zellers de ce monde et Hayden Park également. Cette année, joue dans la USHL, connaît un très bon début de saison du côté, là, corrige-moi si je me trompe, c'est-tu à Muskegon qui joue? Non. Non, c'est pas à Muskegon. Il faudrait que je ressorte mes notes. Là. C'est pas Madison, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, mais c'est parce que la game que j'ai regardé, Riker Lee, les deux, non, j'ai une game de regarder de Riker Lee cette année, puis c'est contre Muskegon. Fait que c'est pour ça que je t'ai mêlé. Bref, Riker Lee, Pascal, est-ce que c'est une petite carte cachée pour le repêchage 2025? Carte cachée, très bonne question. J'ai pas. Je l'ai regardé jouer, évidemment, là, vu qu'il est en repêchage. Je le vois pas encore comme un choix de première ronde potentiel, mais il y a beaucoup d'atouts, mettons. Offensivement parlant, il est vraiment létal. Vraiment, vraiment, vraiment létal. Mais pour le reste, je trouve qu'il manque de patin, un petit peu d'implication, plus de constance, mettons, dans ses décisions ou dans ses angles d'attaque. Mais j'ai pas beaucoup de répétitions, pas de répétitions, mais de viewing, au fond. Hein. Je n'ai pas énormément. Je pense que j'en regardé 2 à date. Donc, il va falloir vraiment que j'augmente ça pour ma liste. Il fait partie justement de ma to-do list qu'on appelle. Je termine avec lui. Après ça, le programme, puis le défenseur. C'est-tu Rumback, son nom? Ouais. Bref, j'ai quelques noms que j'ai pas encore fait en UCHL. En UCHL. Oh oui, Pascal, bravo. En USHL. Donc, j'ai fait beaucoup la NCA, puis la CHL. Puis en Europe aussi, mais en Europe, il n'y en a tellement pas beaucoup. C'est pauvre pour l'Europe cette année. Donc, c'est dans les prochains qu'il faut que je regarde, là. Mais j'ai pas nécessairement le... Je suis ni chaud ni froid, mettons, pour l'instant. Mais c'est juste probablement que je manque de viewing. Je pense que tu as une opinion sur le sujet. Ouais, ben c'est parce que Riker Lee, moi, l'année passée, je pensais qu'il était admissible. L'année passée. Fait que, Non. fait que j'ai vraiment... J'ai dépensé beaucoup de visionnements sur Riker Lee l'année passée pour finalement me rendre compte qu'il est admissible cette année. Moi, je l'avais pas particulièrement haï là, avec Shattuck, honnêtement. C'est un joueur qui est très dangereux avec son lancer. Je l'avais découvert au Linka sous le même trio que Trevor Conley, justement. Puis tu sais, c'était dur à évaluer dans une ligue scolaire, honnêtement. Moi, j'ai pas l'expertise d'analyser cette ligue-là. Fait que oui, il était quand même assez dominant. Mais tu sais, ce que j'ai retiré cette saison du match que j'ai regardé, premièrement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est sa grandeur. Ce gars-là a vraiment pogné une solide poussée de croissance à quelque part. Dans mes recherches, parce que je me suis pris des notes, là, j'ai regardé pour le fun, puis en 2021, je voulais voir si mon œil n'était pas trompeur versus l'année passée, puis finalement, c'était pas tant trompeur que ça. En 2021, il était listé à 5 et 3 à Shattuck dans le U14. 5 et 3 en 2021, là, c'est quasiment à pareille date, ça fait 3 ans. Puis, dans un article du Sports Illustrated, on le comparait à un futur Brad Marchand. Puis la description qu'on en faisait, c'était « Il mesure 5 pieds 3, mais joue comme s'il mesurait 6 pieds 3. » Et présentement, sur papier, il est à 6 pieds, puis honnêtement, je serais pas surpris qu'il soit à 6 pieds 1, là, parce que l'année passée, il devait maximum mesurer 5 pieds 10. Il devait être à 5 pieds 9, 5 pieds 10 à peu près. Fait que, tu sais, en 3 ans, il a pogné pas un pied, là, mais presque. Là. Puis, ça adapte peut-être à son corps aussi. Hein, peut-être pour ça que...
Au niveau patin, je le trouve un petit peu plus débalancé que l'année passée. Là. C'est pas mal ça que je me suis noté dans le match que j'ai regardé. Tu sais, pas une grosse explosion quand il accélère. Fait que, tu sais, sa poussée de croissance affecte beaucoup sa coordination entre son patin et ses mains. Mais j'ai vraiment, tu sais, j'ai quand même aimé ce que j'ai vu dans le match que j'ai regardé. J'ai trouvé qu'il était dangereux, il était impliqué aussi. Il y a des solides mains, tu sais, en espace rapproché. Là, C'est pour ça. vrai, il y a des très très bonnes mains, ce Il gars-là. est excessivement dangereux en offensive. Si la puck arrive sur lui ou qu'il va la chercher, généralement, il la met dans une situation dangereuse pour l'adversaire. Il y a ça qui est vraiment intéressant avec lui. Fait que, si sa coordination et tout s'améliore, ben, c'est sûr que ça peut être un home run. Exact. Fait que ça va être à surveiller cette saison du côté de Riker Lee. Puis, tu sais, je pense qu'il est dans les meilleurs recrues présentement de la USHL, si je ne me trompe pas. Oui, il domine. En tout cas, quand j'ai fait mon rapport hebdomadaire, il était dans le top 3, je pense, de la ligue. Là. Dans le top 5-6. Fait que ce sera à surveiller pour le gars qu'en 2021, on comparait à un Brad Marchand. Je ne suis pas convaincu au niveau du facteur de rugosité. Non. Je suis pas convaincu de ça. Puis d'ailleurs, juste pour terminer concernant Riker Lee, je m'étais laissé une note par rapport à mes visionnements l'année passée. J'avais écrit si vous cherchez Riker Lee, regardez celui qui tape toujours sur la patinoire. Ouais. Ouais, il aime ça scorer. Hein. Il a veut la rondelle. Il la demande souvent. C'est correct. Il est dangereux. Généralement, il y a plus de chances que la rondelle se ramasse dans le filet si c'est lui qui l'a. Fait qu'on peut comprendre. Exact. Ivan Riapkin, Pascal, et c'est une question de Simon Limoges dans le chat de Patreon. On te salue, Simon, et merci pour ta question. L'histoire d'Ivan Riapkin. Puis là, je rewind un peu vers l'arrière. Riapkin a été échangé dans la USHL pour être acquis. Puis là, je dis encore Muskegon, mais je pense que là, je me trompe pas. Là. C'est bon, ça. c'est bon. Ils ont acquis les services d'Ivan Riapkin, donc on croyait bien qu'il allait se retrouver dans la USHL. Et finalement, coup de théâtre, il va rester en Russie. Ça a pris peut-être une semaine. Il n'a pas joué pendant une semaine ou deux à peu près. Ouais. Puis il a été de retour dans la VHL du côté de Riapkin. Est-ce que, Pascal, toute cette histoire-là pourrait lui nuire concernant le repêchage 2025? Ouais, pour l'histoire de contrat, venir en Amérique puis tout. Tu sais, Chernyshov, il a mis fin à son contrat avec le Dynamo de Moscou pour s'en venir en Amérique du Nord. Fait que, et ils sont dans la même organisation. C'est ça. Juste pour le bien des auditeurs, Riapkin fait partie de la même organisation de Chernyshov qui a été libéré de son contrat. Puis Riapkin est encore sous contrat pour 2 ou 3 ans. Je pense que c'est 3 ans même. Ouais, je pense aussi. C'est ça. Il y a quand même des chances qu'il puisse être libéré. Ouais, il y a ça. Fait que, tu sais, le facteur russe en tant que tel, il est pas si loin que ça du hockey professionnel nord-américain, Riapkin. Est-ce que ça va lui nuire? Peut-être que ça pourrait plus lui nuire qu'à un gars comme Demidov. Mais il n'y a pas d'enjeu de bottage de poche ou d'insulter des coéquipiers. Là. Fait que, il y a ça aussi à considérer. Là. Mais c'est un gars qu'on voyait dans le top 5, dans le top 10 du repêchage. En ce moment, ça va pas bien. Offensivement parlant, il n'a pas encore marqué de but. Dans MHL, dans la KHL, il a mis un pied à la glace puis il est en rentrée. Puis en VHL. En VHL, il y a une passe en 4 matchs. J'ai regardé ces 4 matchs hier. Puis ça va pas mal, le pire. La différence entre lui, Mishkov et Demidov, c'est que lui, il est pas mal plus physique, il est plus fort physiquement vraiment. Son patin est acceptable, plus en ligne droite. Il a un excellent tir aussi, offensivement, il a une bonne vision. Mais cette année, ça fonctionne juste pas. Il a battu des records en MHL pour les U16, je crois, le record de Mishkov ou de Demidov, je ne me rappelle lesquels. Fait qu'il a le potentiel. Mais cette année, écoute, c'est comme Chernyshov l'année passée. Ça va plus ou moins bien. Mais en VHL, il n'est pas pantoute out of place. Oui, des fois, ses décisions sont plus ou moins bonnes avec la rondelle. Là. Il va manquer, dans le fond, pour la transition de la puck puis tout. Mais je l'ai vu revirer des centres de bord, dans le fond,
complètement les renverser sur le cul. Après une mise en jeu, clac, pouf, un petit coup, puis le gars, il revole ses fesses. C'est comme, tu vois qu'il y a de la force chez lui. Il termine ses mises en échec. D'accord. Il termine ses mises en échec. Ça va pas... Tu sais, on dirait qu'il solidifie sa base, dans le fond, puis le reste va venir. Puis il manque des chances. Tu sais, il va créer un jeu, puis son coéquipier moffe le jeu complètement, fait une passe sa palette transversale entre 2 patins, direct sur sa palette de l'autre qui fait juste tirer trop tard. Il pourrait avoir 5-6 points en 4 matchs, mais c'est pas ça qui s'est passé. Après ça, ben, un tir de ça, là, du poignet. Très rapide, très précis, mais pogne le poteau, ben, la goaler l'arrête, puis le défenseur. C'est juste, il y a un manque de chance, mais là, c'est un manque de chance dans 3 ligues. C'est pas un gars qui travaille pas, c'est un gars quand même qui se replie, qui va avec son bâton, qui s'implique, qui a plus de constance là qu'en MHL. Fait que je pense que la VHL est une bonne ligue pour lui, mais il faut pas s'étonner si l'offensive vient pas tant que ça. On verra pour son développement, mais faut mettre un astérisque à côté de son nom. Il y a eu beaucoup de distractions pour lui. Donc là, j'espère qu'il va rester dans cette ligue-là, puis qu'il va pouvoir avoir la paix, puis se développer convenablement contre des hommes dans une ligue semi-pro. C'est professionnel, là, c'est 2e division. Là. Donc, pour répondre à la question, va lui nuire. Si tu le regardes jouer, je ne penserais pas que ça lui nuise selon tes attentes. Mais c'est sûr que ça peut amener des points d'interrogation par rapport au futur, ça va être long qui viennent. Parce qu'il pourrait dominer dans la CHL en ce moment, dans la NCAA ou bien dans la USHL. Il serait très bon. Sérieusement, là, il y a le style pour, là, vraiment. Mais on va espérer que son entraîneur le développe comme il faut. Puis, allez voir Igor Grishin. Des photos de Igor Grishin. Je sais pas si tu pourrais partager la photo. En tout cas, c'est très, très drôle. Vous allez comprendre en voyant une photo de Igor Grishin. Ou bien viendrait dans mes DM. C'est l'entraîneur de Ryabkin, hein? Ouais, c'est ça. C'est le gars que t'as envoyé. Ouais, c'est ça, t'as envoyé une... C'est ridicule. Oui, ben écoute, j'invite les lecteurs à... Ben, les lecteurs, je veux dire, les auditeurs à aller voir, mais pour ceux qui nous regardent sur YouTube, voici Igor Grishin. C'est genre Igor Weasley Grishin. Ridicule. Excusez-moi. J'ai bien aimé ses cheveux. Et voilà. J'ai piqué le son en regardant le match hier, en regardant les matchs. C'est comme, hey, Colin, ok. Un drôle de choix. Une question de Guillaume Desparois. Pascal, des prospects surprises en ce début de saison pour les espoirs du repêchage 2025, selon toi? Les espoirs surprises. Écoute, j'aime bien Siversen Petersen, dans le fond, en Norvège. Détesterais pas qu'il soit un peu plus gros. C'est pas le nouveau Stian Solberg. Là. Je sais pas si je vais l'avoir en première ronde pour l'instant, là, mais je déteste pas son jeu. Il joue pas mal dans la meilleure ligue là-bas. Pas détester le petit cache-coche. Quelle équipe qui joue? Bref. Dans la WHL, qui va être assez... En fond, c'est vraiment une peste, là. Vraiment, vraiment à 100% une peste. Puis un nom incroyable. Tu t'appelles Cash. Écoute. La production offensive n'est pas nécessairement là en ce moment, mais il amène beaucoup sur la patinoire pour son équipe parce qu'il va vraiment déranger l'adversaire après les sifflets ou pendant le jeu aussi. Il domine vraiment physiquement. Il reste assez bas dans ses plaqués, puis capable vraiment de dominer un rival là, sur le plan physique. Tabarnouche. Excusez, on a reçu c'est quelqu'un qui a payé. Cache-coche, Pascal joue pour Tri-City. Ouais, c'est Tri-City, c'est ça. Les Americans de Tri-City. Puis c'est sa 2e saison complète dans la WHL, malgré le fait qu'il ait eu 17 ans en mars. Fait que c'est pas mal ça. Exact. Est-ce qu'on doit l'avoir pour la première ronde? Je penserais pas, mais 2, 3, 4, il m'a vraiment tapé dans l'œil par sa façon de jouer sur la glace.
Puis ben, on peut nommer au moins 7-8 gardiens de but aussi. que sérieusement, c'est vraiment un draft le fun pour les gardiens de but. Là, partout un peu dans le monde. En Russie, en Europe aussi, en CHL, en USHL. Fait que c'est vraiment un draft le fun. Un peu comme le draft à Fowler, à Agustin, à Rabal aussi. Donc, pas déplaisant à ce niveau-là. Je pense que Matt va se gâter un peu là, pour les gardiens de but. Oui, oui, effectivement, je vais avoir des bons devoirs à faire. J'en ai déjà quelques-uns de regarder pour l'instant. Et puis, c'est drôle que tu amènes le sujet des gardiens parce que la prochaine question de Simon Limoges porte sur les gardiens de but et c'est concernant Gabriel Daigle. Euh, on le voyait quand même gros à son arrivée dans la Ouais. LHJMQ. Maintenant, on en parle un petit peu moins, nous mentionne Simon. Est-ce que, Pascal, selon toi, Gabriel Daigle est désormais exclu des meilleurs gardiens de cette cohorte-là? À l'heure actuelle, oui, mais comme Simon Servan on a parlé un peu à l'interne de Gabriel Daigle, puis c'est pas mal lui qui avait plus vu, mettons, versus moi, là. Mais il y a un contexte derrière le gardien, c'est-à-dire, oui, il faut qu'il se regarde un peu dans le miroir, mais l'équipe est dégueulasse. Ça va pas super bien en défensive pour son équipe, donc, tu sais, il y a ça à mettre en contexte, dans le fond. Mais, tu sais, oui, il est exclu des meilleurs gardiens en ce moment. Je ne le vois pas tout dans la conversation pour les 2 premières rondes en ce moment. Mais la saison est jeune. On verra comment ça se comporte, mais il faut tout le temps garder ça en tête aussi. T'sais, quand tu évalues un gardien de but, s'il joue pour une équipe qui donne énormément de jeux dangereux, dans le fond, dans l'enclave ou de chances de marquer en surnombre, ce sera pas facile pour lui. La charge de travail va être incroyable. Là. Donc, gardez ça en tête. Il y a des scouts pour ça. On va leur laisser ça entre les mains. Là. Mais il faut vraiment voir toute la saison pour lui là, pour avoir une bonne tête. Là. All right. On passe maintenant à un sujet pas à débat, mais je trouve ça intéressant d'apporter ces observations-là, Pascal, parce que je le sais que c'est un sujet que parfois on n'a pas la même opinion là-dessus. Fait qu'on va en Les, jaser un petit peu. C'est les pas sur brunes les versus les blondes. C'est ça. non, c'est pas sur les espoirs 2025 en fait. Euh, les princesses se font remettre à leur place, Pascal. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les princesses. Euh, Cutter Gauthier, Rutger McGroarty. Pas très bon début de saison en Ligue nationale pour Cutter Gauthier. Rutger McGroarty qui se retrouve en Ligue américaine pour le début de la saison. Je mets pas Yaroslav Askarov là-dedans parce que c'est pas. Il a pas demandé une transaction parce qu'il voulait pas jouer dans la Ligue américaine. Non, C'est c'est que ça. à court et moyen terme, il n'y avait pas de spot de numéro 1 avec Nashville, alors qu'avec San Jose, dès l'année prochaine, il pourrait devenir le numéro 1. Fait que c'est pas une question de je ne veux pas jouer dans la Ligue américaine. De toute façon, Askarov, il est excellent dans la Ligue américaine Ah, il se donne présentement. à fond en ce moment. Là, C'est ça. Fait qu'il veut prouver que l'année prochaine, il est prêt. Fait que je ne l'ai pas rentré dans la catégorie. Mais il y a aussi Colby Barlow et Quentin Musty qui rentrent dans ces catégories-là. Barlow, je vous rappelle, ceux qui écoutent, a demandé une transaction après s'être fait rétrograder par les Jets de Winnipeg. A demandé une transaction à Owen Sound. On lui a accordé cette transaction-là. Maintenant, à Oshawa, Beckett Seneca produit très bien. Colby Barlow, produit pas. Je pense qu'il y a 5 points en 11 matchs. Ça va pas très bien pour Colby Barlow présentement. Est-ce que c'est un changement de système qui l'affecte? Est-ce que le fait de ne pas être le top attaquant de sa formation vient un peu exposer ses limites au niveau offensif? Ce sera à discuter. Et puis, Quentin Musty, même chose, se fait rétrograder par les Sharks, demande une transaction à Sudbury. Mais Sudbury, contrairement à Owen Sound, a décidé de ne pas échanger le joueur. Magasiner un peu plus. Il allait magasiner, il allait attendre une bonne offre. Puis, dans leur communiqué, mentionnaient qu'ils ont mis des efforts pour
continuer de développer leurs joueurs malgré les départs. Puis on pouvait sous-entendre que transiger Musty n'était pas vraiment une avenue à moins d'une bonne offre. Finalement, on ne l'échange pas. Quelques semaines de boudage et hop, Quentin Musty revient avec les Wolves de Sudbury. Pascal, est-ce qu'on est devant un problème générationnel? Est-ce que ce sont des bonnes façons de faire d'agir un peu en... Moi, je trouve que c'est agir un peu en princesse. Est-ce que tu es du même avis concernant ces gars-là? Moi c'est à fond, c'est que... Comment je vois ça, c'est que... Tu sais, t'as le droit de faire partie de la décision. Pas nécessairement faire partie de la décision où tu vas jouer, mais c'est comme... Avec tes conseillers, ta famille... Si c'est ça la raison, là. Selon toi, c'est pas le meilleur contexte pour toi de jouer, puis que tu veux te faire échanger, ben, je peux comprendre ça, tu sais. De choisir où, par exemple, ça j'ai des problèmes. Ça, c'est, dans le fond, je veux, dans le fond, tu sais, comme les autres je me présente pas dans la JMQ parce que je veux pas me faire repêcher, mais whoop, au 36e rang, je me fais repêcher, puis je vois cette équipe-là parce que c'est un gros marché, un peu plus de misère avec ça, tu sais. Parce que c'est du jeu de coulisses. Mais dans ce contexte-là de joueur qui est déjà repêché dans le national de hockey, puis que dans son année de repêchage, dans son année de 19 ans, il veut jouer ailleurs parce que il peut pas jouer dans la Ligue américaine de hockey, il aimerait ça jouer pour un contender pour aller le plus loin possible en série puis tout. Fine, je comprends. C'est sûr que de pas de se présenter, tu sais, au camp d'entraînement, je peux comprendre, attendre les transactions, mais là, la saison commence, ça pue. De voir Musty, je comprends 100% ton opinion sur le sujet, puis l'opinion de la majorité des gens sur le sujet. C'est genre, tu sais, McWarty, ouais, il n'y a pas de place pour moi, j'aimerais ça. Il n'y a pas de place pour Lambert, puis tout. Il y a personne qui chiale pourquoi, tu sais. Je comprends, c'est correct, là, mais d'exiger ça alors t'as jamais mis un pied sur la glace d'une ligue, c'est un peu tannant. Mais ça, pour Musty, mettons, de le voir rentrer avec la queue entre les deux jambes à Sudbury, c'est comme. Ça fait sûrement du bien de se faire humbled. Genre, par ça, là, par une situation de même, de te faire casser, tu sais. Veux pas, c'est ça, là. Parce que moi, dans l'évaluation d'un espoir, ça n'a pas nécessairement de la place parce que j'ai jamais les deux côtés des médailles. Tu as tout le temps le côté de les informateurs puis des DG, mais jamais vraiment de l'espoir. T'sais. Quand tu as Gauthier Samaffer avec les Flyers, est-ce que c'était parce qu'il voulait pas jouer avec tel joueur qui est banni de la Ligue pour l'instant parce qu'il est sous enquête ou parce avec une équipe qui savait probablement que ça allait se passer mais qu'il l'a pas mis de côté? Ça peut-être que ça affectait ses valeurs ou peu importe, ou c'est juste qu'il n'aimait pas ça l'orange. On ne sait pas c'est quoi les raisons, là. Fait que je me garde tout le temps une petite gêne. C'est sûr que ça look pas bien là, pour un jeune. Là. Mais de se faire humble de même pour Musty, c'est quand même. C'est même moi qui est pas nécessairement contre ce genre de concept-là, je suis quand même content. Parce que même si j'adore Musty, là, c'est comme. Ah, tu sais, prends-le dans tes dents. Puis Barlow, mais c'est sûr que là, avec Seneke qui se découvre des talents de marqueur encore plus, qui a la rondelle tout le temps, ça va super bien pour lui depuis son retour de blessure. Ben Barlow, il faut juste qu'il rentre. Il se fait tellement longtemps, on dirait qu'il n'a pas joué pour une bonne équipe, que là, il y a de la misère. Avec des bons joueurs, tu sais. C'est parce que là, t'as Seneke, t'as Ricci, c'est plus lui le point de chute de toutes les attaques de son équipe. T'sais, c'était ça à Owen Sound au final. C'était tout le temps le point de chute. Puis là, ça va être ça en haut aussi. Là. Ça va être encore pire en haut. Fait qu'il faut qu'il apprenne à jouer en équipe. J'ai l'impression que ça expose un peu les carences qu'il pourrait y avoir, même si on... En tout cas, moi, je trouvais que Colby Barlow, puis je le trouve encore, il a le style pour jouer dans le hockey professionnel. La pilosité aussi. Oui, très simple. Ça, là, l'indice de pilosité over l'indice de rugosité. Faudrait l'ajouter, comprenant à Oliver Kapanen, qui est encore un bambin. Mais tu sais, dans le cas de Barlow, là, si t'es pas capable d'être efficace en n'étant pas le point de chute de l'offensive, là, ça devient peut-être un peu inquiétant au niveau du plafond offensif maximal de ce gars. Des petits drapeaux rouges, mettons. Là. Il y a ça qui est tannant un petit peu. Ça rajoute à l'évaluation. Musty, s'il arrive, puis il va sûrement continuer à... C'est un milieu qu'il connaît, puis tout, et des entraîneurs, des coéquipiers qu'il connaît. Fait qu'il va probablement
produire peut-être un peu moins parce que c'est moins une bonne équipe, là. Mais il va probablement continuer à produire pour Barlow. Et comme tu as un meilleur environnement, c'est ça que tu voulais, ça va pas bien. Tough scene. On va mettre ça sur la faute de la compréhension du système, d'un nouveau système. T'sais, on va voir, là, c'est le début de saison. Mais après. C'est plus un système qui est basé sur lui. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. Ça va être de voir son adaptation là-dedans. Dans le cas de Musty, ben, j'ose espérer que après des rencontres avec l'organisation, on lui a dit, écoute, tu veux être échangé, joue, performe au maximum, puis à date limite, si on a une bonne offre, là, on va exaucer ton vœu. Ouais, mais c'est pas Noël, vrai whatever, c'est ça, mais c'est pas vrai qu'en début de saison, comme ça, t'arrives et tu demandes une transaction. C'est sûr que les Wolves n'auront pas le prix maximal pour Musty quand il n'a pas joué un match cette saison. Non, c'est ça. Mais quand les équipes aspirantes vont avoir une ou deux blessures, puis ils veulent rester dans le portrait, puis ils veulent gagner la coupe, puis là, ils voient qu'un Musty va être disponible, ça se peut qu'on paie plus le prix dans le cas de Musty. Fait que je comprends la décision des Wolves. T'sais, moi, personnellement, ces situations-là, je trouve ça très ordinaire parce que je comprends que les joueurs, ils veulent avoir un certain contrôle sur leur développement. Ils veulent être dans des équipes gagnantes parce que leur développement serait meilleur ainsi. Mais je pense quand même qu'il y a il y a un côté du développement qui passe par l'adaptation à l'environnement, au sens où si ton équipe est plus dominante, c'est à toi d'être excellent dans ton équipe, puis après ça, d'être échangé. C'est ça. C'est... Au lieu d'arriver, puis la saison n'a même pas commencé, puis échange-moi. Non, ça moi, dans le junior, je trouve ça encore pire, honnêtement, que dans la Ligue nationale. Ben, quand tu n'as pas encore touché la glace d'une équipe pro, ouais, je trouve ça quand même difficile. Là, il est arrivé avec les Penguins de Pittsburgh, qui est genre l'équipe avec le plus de vétérans élites. C'est comme, avec Crosby, puis Le Temps, puis Malkin, puis là, Carlson aussi, il arrive là, puis ça va pas super bien. Comme... il doit s'en regarder dans le miroir et faire comme, ouais. Peut-être que j'avais pas tant rapport dans la ligue, c'est ça. T'sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me choque pas de ça. De ce genre de situation-là, parce qu'on ne sait pas c'est quoi sa situation. Mais quand ça leur font mettre d'en face, pas déçu non plus. Là. Des fois, j'ai l'impression que c'est générationnel aussi, là, mais je veux pas non plus généraliser là-dedans. Mais on dirait qu'on en voit de plus en plus de ça. Puis c'est ça qui me dérange un peu. C'est toutes des PME. Ces autres, ils ont des conseillers depuis qu'ils ont quoi, 12 ans? Ils sont meilleurs, pis tout, ils se font, tu sais. Fait que je peux comprendre, là. All right. Passons, Pascal, aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses, OK. Hein? OK. La reconstruction du Canadien, elle va se terminer quand, Pascal? L'année prochaine? Cette année? Cette année... Le mix. On était dans le mix. Là, on est dans le mix du repêchage 2025. Oui. À ton avis, Pascal, quand on regarde présentement, là, on a plusieurs jeunes en défensive. On le voit, là, les jeunes sont pas prêts à avoir un impact immédiat dans la Ligue nationale. Ils sont même pas tous arrivés en plus. Puis ils sont pas tous arrivés. Selon toi, on évalue à combien d'années encore avant vraiment d'être dans le milieu du coin, là. On le tourne le coin. Là. Combien de temps encore? Ben, tu sais, c'est 5 ans. Il y en a qui disent 7, mettons, mais tu sais, à partir de la 5e année, c'est là que tu peux dire, OK, les séries, on les a un peu plus dans le collimateur. Puis que la 4e année, être dans le portrait, le meilleur terme que d'être dans le fucking mix, ben, c'est pas mal plus là que tu dois y penser, parce que c'est à l'an 4, c'est là que tu peux commencer un peu à avoir des signatures ou des échanges pour pas dépenser des assets, mais une année quand tu as une accumulation d'assets, ben, tu peux aller chercher des joueurs un peu plus vieux, tu sais, les New Hooks, ce genre d'affaires-là, mais moi je parle de une coche de plus. Hein.
sais, si le Canadien il signe Sam Bennett cet été, mettons, là, ça ferait-tu du bien, tu penses, à l'équipe? Colin, oui, mais tu l'aurais pas fait à l'an 1 ou à l'an 2. À l'an 3, entre l'an 3 et l'an 4, c'est là que tu peux commencer à voir un peu plus, OK, qu'est-ce que je vais amener comme vétéran pour vraiment solidifier le noyau à moyen terme. Moi, c'est vraiment plus là. Tu sais, la seule affaire qu'on on en parle à chaque fois, la seule affaire qu'ils ont ajouté, c'est Patrick Laine. Puis, sacrément, il est même pas là. Fait que, tu sais, depuis l'an 1, ils font juste perdre des vétérans, puis accumuler des jeunes, puis ben, faire jouer des jeunes. Là, il y a zéro leadership dans cette équipe-là. Les leaders, c'est Suzuki à 25 ans, Caulfield à 23, 22, 23. Comment tu veux que cette équipe-là surmonte des épreuves en n'ayant aucun vétéran solide? Tu sais, Matheson, c'est pas un mauvais joueur, là. Il produit, puis c'est un très bon coéquipier, puis tout. Après ça, t'as Savard, qui est adoré aussi là, dans l'entourage de l'équipe. Mais après, Armia, Dvorak, non, là. Il y a rien, là. Dvorak, comme avant. Radek Dvorak. Tu sais, il y a fuck all, là. Comment tu sais, faut que tu appuies. C'est pas à l'an 3 que tu vas le faire. Même si Laine était là, ça irait probablement pas tant mieux que ça. T'sais. Ce serait plus de buts sur le power play, qui va pas mauvais en ce moment. Mais ce serait pas nécessairement des W+, là. Surtout pas défensivement parlant. Laine n'est pas, c'est pas le meilleur, là. Fait que, tu sais, vous attendiez à quoi? C'est ça. Puis là, ça critique Martin Saint-Louis, ça critique Matheson, Dvorak, alors que ça changerait absolument rien d'avoir un autre joueur comme centre du quatrième trio. Dvorak qui fait la job qu'il a, c'est un filler. C'est vraiment rendu un filler que Marc Bergevin a trop payé, mais moi, je m'en fous là, que Dvorak soit là, mais il ne faut pas non plus dire qu'il faut rétrograder ou bien qu'il faut le buy-out ou que tu ne seras jamais capable de l'échanger si tu ne fais pas jouer. Là. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'ils veulent, les Canadiens, c'est qu'ils veulent donner des arguments pour pouvoir l'échanger à date limite de transaction, parce que c'est sa dernière année de contrat. Si ça ne fonctionne pas, on s'en fout, il ne reviendra pas. Là. Mais c'est la même affaire avec Armia. Fait que, chialez pas sur l'utilisation de ces joueurs-là. Pas chialez moins peut-être, ou de qui je me prends, faites ce que vous voulez. Là. Mais tu sais, Saint-Louis a assurément des indications d'en haut de faire jouer des vétérans pour les vendre. Là, c'est pas nouveau, ça. Là. Peut-être qu'ils diront jamais que c'est Saint-Louis qui fait ce qu'il veut. Non, I don't buy that. C'est sûr et certain qu'il y a un call d'en haut pour faire jouer fucking Dvorak, alors qu'il te manque un ou deux buts à la fin du match. Là. Comment tu veux appuyer ça, tu sais? Matheson, je pense pas que le fait qu'il soit premier défenseur sur l'avantage numérique versus Hudson et un call d'en haut. Je pense que c'est vraiment Martin Saint-Louis qui dit il donne une chance à Matheson, qui fait pas mal. Tu sais, oui, il est pas Hudson, mais Hudson, il a pas la stabilité non plus. Là. Ça va pas tout le temps bien, ses décisions avec la rondelle en transition puis en offensive. Là. Tu sais, il apprend la game. Il y a des erreurs critiques qu'il fait des fois. Là. Genre sur le but filet désert des Pingouins où il a créé 2 revirements sur la même séquence. C'est parce qu'il y a trop de jobs. Là. Il joue en moyenne 22 minutes, quasiment 23, c'est 22,56 je pense. C'est énorme pour un gars de 5 et 10 s'il y a des talents hauts. Là. C'est fou hein, ce qu'il fait en ce moment. Là. C'est incroyable, là, mais c'est ben trop. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde n'est pas dans la bonne chaise. Puis c'est fou là, que ce gars-là joue autant. Là. Je suis content parce que Saint-Louis il fait confiance puis il fait essayer pas mal d'affaires que sur le piqué aussi dernièrement depuis la mi-octobre. Il a fait 8 minutes sur le piqué depuis la mi-octobre. Mais quand même, c'est fun là, de le voir là. Mais il joue ben trop. Ça n'a aucun sens dans ce contexte-là d'équipe de mauvaise. Là. Mais tu sais, comment tu veux le bencher? C'est le seul qui est constant, non-stop. Il donne tout le temps la même chose au niveau de l'effort. Puis oui, les décisions ne sont pas tout le temps là, mais la game rentre. T'sais. Ce gars-là, il va tellement être important pour ton futur que tu veux qu'il prenne de l'expérience dans un contexte, c'est pas grave, la victoire. Là. Mais c'est comme. La reconstruction on est en plein dans le milieu. Là. C'est vraiment pas fini. Là. Vraiment pas. Moi, Pascal, je compare la reconstruction présentement à une maison, évidemment. Moi, je trouve que le solage, il est là avec Suzuki, Caulfield, Goulet.
c'est ton solage. À mon avis. Slaf, là. Attends. Ok. T'as des poutres de soutien. Ah. Slavkovski, Demidov. Après ça, t'as tout autour. T'as tout autour. T'as tes trosses, t'as toutes tes affaires. Là. Je suis pas manuel, tu le vois. Là. Les termes. Tout ce qui est en bois, là. Tout ce qui est en bois. Là. Des nœuds autour des fenêtres, là. C'est ça, exactement. Mais tu peux pas penser être dans le mix quand une de tes poutres de soutien de ta reconstruction n'est pas arrivée encore. Non. Tu sais, parce que moi, dans le tout ce qu'il y a autour, tu sais, pour moi, là, le noyau futur, Suzuki, Caulfield, Goulet, Slavkovski, Demidov, Hudson. C'est ça ton corps. Pour moi, c'est ça le corps. Puis Renbacker est pas là en plus. Renbacker est pas là en plus. Fait que pour fou. l'instant, je le mets dans le ce qu'il y a autour. Ouais. Mais une fois en santé, puis qui est capable de nous montrer ce qu'il est capable de nous montrer, peut rentrer dans le corps sans problème. J'y laisse la chance. Mais pour l'instant, c'est difficile de le mettre. Tout le reste, là, Dak. Je m'excuse, là, mais Kirby Dak, là, à un moment donné, il va falloir que la ballonne elle dégonfle. Là. Il n'a jamais rien montré, ce gars-là, à part le fait qu'il n'est pas capable de jouer une saison complète. Puis présentement, il est en santé. C'est un ailier. Ouais, il est en santé puis il produit pas grand-chose. Fait que on nous a longtemps vendu, puis on l'a dit dans le dernier épisode, on nous a longtemps vendu que c'était lui le deuxième centre. De plus en plus de doutes. Fait que je le mets dans le autour. On fera un gros wrap-up de lui, pas un wrap-up, mais en janvier, genre. Parce que c'est là, tu sais, il va y avoir une moitié de saison. Avec un échantillon. Avec un échantillon, tu sais, là, t'as manqué une saison complète. Avec cette moitié-là de saison, OK. Parce que là, il y a quand même des flashs qu'il est meilleur joueur sur la patinoire, mais il retombe dans des... Collectivement parlant, ils sont mauvais. En ce moment, il fait pas partie de la solution. Ça va pas super bien sur l'ensemble d'un match, mais c'est ça de tout le monde. On verra plus tard dans la saison quand l'autre va revenir. Puis tu sais, quand tu vois ton club école comme le Rocket performer comme ça avec des joueurs qui ont très peu d'expérience dans le hockey professionnel, tu te dis, OK, ça va bien à Laval, c'est correct, mais reste que ces gars-là sont pas prêts pour la Ligue nationale encore. Fait que donne-leur un 2 ans de hockey professionnel. Là, la cohésion va bien à Laval. Fait que la reconstruction, c'est encore au moins un 3-4 ans facile, là. Ben, en fait, je pense que dans 2 ans, on peut se dire, OK, on le voit le coin. Là. Il est là, le coin. Là. On commence, sont pas si loin. C'est ça, on commence à prendre la courbe. Là. Puis dans 3 ans, là, d'après moi, on est dans l'apex de la courbe. Là. Pour ceux qui suivent la F1 et qui aiment ça un peu, les techniques de conduite, l'apex, c'est la partie la plus à pic d'une courbe. Exactement. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu le bout de la paille à Pascal. C'était une clé Allen. Une clé Allen, ça avait l'air d'une paille à cause de la caméra, mais bref, c'est ça. C'est l'apex, c'est la partie la plus pointue de la courbe, ben c'est dans 3 ans. T'sais. À partir de ce moment-là, moi, personnellement, si on me dit en début de saison, dans 3 ans, je vois le Canadien dans le mix des séries, ça, je vais l'accepter. Mais là, pour l'instant, quand tes pièces maîtresses de ta reconstruction, ton solage, il est là, c'est correct, mais tes meilleurs joueurs de ta reconstruction ne sont pas tous arrivés encore, ne sont pas tous prêts à avoir un impact dans la Ligue nationale. Honnêtement, tu peux pas. On se calme, c'est ça. C'est ça, là. C'est pas terminé, là, vraiment pas. Là. Puis les critiques envers Saint-Louis, je trouve tellement pas que c'est pertinent. Il n'y a personne d'autre. Oui, mettons un autre coach plus expérimenté qui joue du dump-in. Peut-être que ça irait plus pas de but nécessairement, mais plus de victoires avec un système défensif, plus de zones, mettons. Là. Puis avec des gardiens de but qui sont capables d'arrêter une rondelle. Peut-être qu'il y aurait plus de victoires, mais ils sont pas rendus là nécessairement à gagner de cette façon-là. Ils sont vraiment plus là pour développer une idéologie avec du talent, dans le fond, avec l'offensive. Ils essayent de jouer un peu plus ce game-là. Quand il va y avoir plus de vétérans, plus de joueurs de NHL qui sont capables de jouer dans le top 6. Là, parce que là, en ce moment, de jouer...
NHL, être capable de dominer ou de produire dans le top 6, t'as Suzuki, t'as Caulfield, puis il n'y a personne d'autre qui est capable nécessairement, en ce moment, de prendre ce charge de travail-là. Slavkovski, il va pas nécessairement mal, mais il est retombé un peu des mauvaises habitudes du début de la saison passée. Tu vois qu'il n'y a pas la tête à 100%. Je t'arrête là. Est-ce que Slavkovski est juste bon sur le premier trio? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que Slavkovski est capable d'avoir un impact offensif seulement quand il est avec Suzuki et Caulfield? Pour l'instant, la réponse est oui. Avec l'échantillon qu'on a, c'est oui. Mais en même temps, il y a d'autres bons joueurs. Oui, je comprends, mais c'est juste... Je pose la question parce qu'on se souviendra à son année repêchage. Excellent complément sur un trio offensif. C'était souvent quelque chose qui sortait de nos analyses. Puis présentement, avec un Kirby Dach puis avec Alex Newhook qui sont pas capables de prendre en charge personnellement un trio offensif, on se rend compte que Slavkovski n'est pas en mesure de le faire aussi. Donc, on est pas mal dans... Présentement, là, on est un petit peu dans les prédictions envisagées là, concernant Slav. Là. Un excellent complément d'un trio offensif. Mais est-il capable de traîner un trio offensif sur ses épaules pour l'instant? Non, je ne penserais pas que c'est un élément. Un peu. C'est ça. Avec Demidov, ça risque d'aller un peu mieux, mettons. Parce que Demidov va dicter le pace du jeu. Il faut juste retrouver un centre. Est-ce que Dak est le genre de centre? T'sais, moi, Dak Suzuki, Caulfield, moi, j'ai vu très bien ensemble. Ça va quand même bien, les trois ensemble. Puis Demidov, Slavkovski, puis whatever au centre, là. J'espère qu'ils vont finir par trouver un centre de deuxième trio. Là. Je pourrais peut-être le repêcher cette année, on verra. Là. Mais tu sais, c'est ça pareil. Là. Il manque. On pensait qu'il manquait peut-être un ailier droit parce que Dak était un centre, mais on commence à se dire que non, il manque un centre. Il manque vraiment un centre puis un défenseur droitier de haut niveau. Là. On en a parlé dans le dernier podcast, mais on espère tous que Michael Hage se développe ainsi. Mais ça revient au point qu'on parle. Si c'est Michael Hage, le deuxième centre du Canadien, faut pas penser que la reconstruction va se terminer l'année prochaine. Faut espérer un Panarin, là. Faut espérer signer, pas parce que c'est pas un centre, là, mais je parle, faut espérer qu'un joueur dise non, moi je vais jouer à Montréal, tu sais. Puis qu'il soit à 27-28 ans, puis qu'on le signe à gros prix, mais qu'il ait un impact direct sur l'équipe pour accélérer. Là. Parce que c'est pas fait dans les prochaines années. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup Sam Bennett. Je leur ai dit, je vais dire toute la saison, mais c'est sûr qu'il va signer là-bas. Là. Mais ce gars-là, il serait parfait pour le top 9. C'est parfait pour le Canadien de Montréal. Ça n'arrivera pas. Là. Rugueux, que c'est un gamer, il est pas mauvais défensivement. Il a gagné. Ce serait parfait. Ça n'arrivera pas, malheureusement, mais... On se souviendra que ce gars-là a été critiqué parce qu'il n'était pas capable de faire plus que 5 pull-ups à son combine de repêchage. Évidemment. Et il y a de bonnes chances qu'il y ait à peu près 15 équipes de la Ligue nationale qui se chicanent pour avoir ses services à l'été prochain. Puis la majorité des personnes qui ont critiqué ça n'étaient probablement pas capables non plus de faire 5 pull-ups. C'est ça. Pascal, on est connecté avec notre auditeur Simon Limoges parce qu'il nous a posé la question et c'était exactement le point que je voulais apporter après le deadline de la reconstruction. Et c'est au sujet de Jake Evans. Jake Evans, quel bon début de saison. Puis tu sais, on s'entend là, il n'est pas point par match, c'est pas un joueur sur lequel l'offensive va s'appuyer, mais c'est assurément le joueur le plus constant à mes yeux au sein du Canadien de Montréal. Il fait un excellent travail sur le désavantage numérique. Au centre, c'est une valeur sûre. Jake Evans, est-ce qu'on le signe ou on profite justement de cette vague-là pour l'échanger à la date limite des transactions puis possiblement aller chercher quoi, un choix de deuxième ou de troisième ronde? Un choix de deuxième ronde, alors que tu as plein d'espoir dans ta banque. Tu sais, on est une équipe au TSLH Espoir qui adore liquider puis accumuler des choix.
Mais là, tu sais, t'as du cheap labor qu'on appelle généralement que t'as développé, qui est plus intelligent qu'on peut penser, offensivement et défensivement. C'est sûr qu'il n'est pas physique. Fait que, il peut pas être le point central de ta défensive, des attaquants défensifs nécessairement à long terme. Mais écoute, c'est le parfait bottom six, là. Parfait, parfait, parfait bottom six. Il est un bon vétéran. On pense qu'il est genre 24 ans. Mais souvent, quand tu regardes son âge, je fais comme, ah ben, il approche le 30 ans. J'ai fait le saut quand j'ai écrit un texte sur lui l'autre jour. Ah ouais, il est vieux. Il est joueur autonome sans compensation cet été. Comment ça? Ouais. Il y a quoi? Il y a 28 ans, je pense. Ouais, 27, 28 ans. 28 ans. Il a vraiment pris la longue route. Là, il a pris, je pense, 4 années dans NCAA, après ça 2 ou 3 en AHL, puis tranquillement, il est arrivé dans la nationale de hockey. Mais c'est ça, le tout de son junior, lui. Là. Puis dans NCAA, il était un joueur prolifique offensivement. Il y avait des règles faites pour lui, parce qu'il faisait trop, il produisait trop dans le fond, vraiment bas. Là. Puis quand il est arrivé dans la nationale de hockey, dans la Ligue américaine, il a tout de suite changé sa façon de jouer. Il a tout de suite pris le virage défensif, piqué. Puis l'offensive, c'était pas nécessairement important. Puis dans la Ligue américaine de hockey, l'offensive a fini par venir parce que c'est un gars intelligent. Il est capable de faire des jeux pareils. Là. Puis dans la Ligue nationale de hockey... Il a 45 points en 67 matchs à sa première année avec Laval. Oui, c'est ça, mais tout était basé sur son intelligence. Je pense que c'est dans son avant-dernière saison NCAA, c'est son entraîneur qui a parlé plus de son futur, puis qu'ils ont commencé à travailler plus sur la défensive, puis il a switché vraiment dans la ligne américaine, il a vraiment switché, OK, là, défensif à fond, puis intelligence, puis gestion de la rondelle. Puis quand il est arrivé dans la nationale de hockey, il était déjà prêt à prendre quand même un rôle assez important. Puis là, il y a des blessures qui ont eu un impact, veut pas, ça a fait chier un peu son développement. Mais c'est un excellent joueur dans la nationale de hockey. Ça sert à rien de l'échanger parce que tu vas de toute façon au flot t'ailles en chercher un dans 2 ans. Signe les 4 ans. C'est comme. Moi, je vois pas pourquoi on l'échangerait, ce gars-là. Surtout si c'est pas même pour un choix de première ronde. Dans le contexte actuel, les Canadiens n'ont pas nécessairement besoin de 28e choix au repêchage 2025. Il y a plus besoin de choix dans les 10 premiers parce qu'ils vont être prêts à aider dans pas long, puis il n'y a pas de point d'interrogation ou presque. On s'entend que pour Jake Evans, un choix de première ronde risque d'être en 2026 même. Fait que, tu sais, rendu là, toute la période tampon avant d'être aspirant et tout, avant de finir de tourner le coin, toute cette période tampon-là, Jake Evans, tu le gardes. À son prime. C'est comme dire, Arturi Lekonen, on l'a échangé, puis il y en a plusieurs qui regrettent. Moi, quand ça a été changé, je comprenais la décision, puis c'était correct, là, parce que, il allait signer quand même pour un gros contrat, puis tout son prime de Lekonen, ça aurait été dans la reconstruction des Canadiens de Montréal. Non, c'est ça, il servait à rien, entre guillemets. Il aurait permis de gagner des points de plus dans un contexte que tu n'en veux pas nécessairement. Ça fait mal de penser à ça, mais je comprends quand on regarde ce qui se passe avec Lekonen depuis 2 ans, là, mais je comprends la décision. Mais tu sais, je répète, mettons que ça aurait à faire, je garderais Lekonen. Ça, c'est sûr et certain. Pas parce qu'à cause de Barron ou à cause du choix, mais avec ce que le Canadien manque en ce moment, de leadership puis tout, puis de grinder, élite, ben, Lekonen, c'est pas mal ça, là. Fait que Evans, c'est pas un Lekonen, mais c'est sûr que je le garde parce qu'il stabilise tellement ton bottom six défensivement. Tu sais, ton piqué, c'est important, là. C'est important de mettre des avantages numériques, là. Puis Evans, tu sais déjà qui va être ta première vague pendant X années. Kapanen va pouvoir l'appuyer aussi éventuellement. Heinemann, s'il reste. Fait que, tu sais, c'est comme, au moins, tu as une base solide, là, mais construis autour de ça. Tu sais, Lekonen, on avait peut-être le feeling que ce gars-là avait un plafond offensif supérieur. Je pense que Evans, à l'âge qu'il est rendu, son plafond offensif est pas mal atteint. Fait que, il fait des beaux jeux, mais il sera jamais capable de faire ça sur un top 6 comme Lekonen. C'est ça. Il sera jamais plus que ça. Fait que, tu sais, en plus, tu peux jouer là-dessus sur le fait que, tu sais, même si je t'échange ailleurs, là, tu vas avoir le même rôle ailleurs. Fait que si tu te plais à Montréal, là, ben nous autres, on va te garder 3-4 ans. Tu vas devenir un vétéran dans cet alignement-là. Exactement. Tu vas devenir un vétéran dans cet alignement-là. Tu vas jouer sur le piqué. Quelque chose que, le temps que tu es là, on peut montrer à Owen Beck
à Kapanen de bien jouer dans ces situations-là. Tu vas les coacher pour bien jouer dans ces situations-là. Puis, entre-temps, on ne met pas trop de pression sur les jeunes d'apprendre à jouer dans ces situations parce que tu es là. Puis, en plus, la constance qu'il montre, Jake Evans, c'est une valeur sûre dans la ligue. C'est ça. Puis, ça t'empêche justement de rusher un jeune dans cette situation-là. Tu peux te permettre de garder Owen Beck 1 an de plus à Laval. Tu peux te permettre de prendre le temps à Kapanen de s'adapter à la Ligue nationale puis d'éventuellement l'amener dans ce rôle-là. Mais je pense que sur un contrat de 3 ans, Jake Evans, ce serait 3 ou 4 ans. Tantôt, tu mentionnais 4 ans. J'aurais pas de problème avec 4. Mais 3-4 ans, moi, j'aurais aucun problème. C'est pas un gars que tu vas payer 5 millions. C'est pas un gars que tu vas payer 4 non plus. D'après moi, là, dans le top, tu vas le payer entre 2 et 3. Puis je pense qu'à ce montant-là, c'est un bon investissement pour ton futur, honnêtement. Ouais, tu sais, je serais prêt à payer jusqu'à 3,5 si il signe, mettons. S'il signe 4 ans, autour de 3, OK. S'il signe 3,5, probablement qu'il irait chercher ça, là. Mais tu sais, c'est ça. Puis Owen Beck, tu t'as dit son nom, c'est exactement ce genre de joueur-là qui devient, mais ça va très bien à Laval. Owen Beck, sérieusement, il joue vraiment bien. On est content au TSH Espoir. Et on est content surtout pour Laval et le Canadien. Mais il amène plus de physique. Owen Beck, il se développe vraiment un goût pour le jeu physique là, dans la Ligue américaine de hockey. Là. Donc ça, c'est quelque chose que Evans n'a pas nécessairement. Ça. Fait que ça va être le fun de voir ça, puis avoir Kapanen aussi qui arrive, puis qui s'amuse dans le bottom six ensemble. Parce qu'ils sont tous capables de jouer aux ailes. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis Beck, autant que Kapanen, qui était dans le junior, comme j'ai déjà dit, ou même dans la Liga, là, ben, il était capable de prendre les mises en jeu de leur côté faible, parce qu'ils tournaient leur bâton de bord. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est un peu plus difficile, là, mais ils sont capables. Fait que j'ai hâte de voir quand même. On a Jean-Maurice en commentaire qui nous mentionne 3 millions pour un joueur de 4e ligne. Non, merci. Ton problème. Je pense qu'Evans est quand même capable. Je pense qu'Evans est quand même capable de jouer un rôle sur le 3e trio. Puis, c'est pour tout ce qu'il apporte. Puis, c'est pas à long terme. Contrairement à d'autres joueurs, comme je disais tantôt, Evans va avoir le même rôle ailleurs. Fait que s'il veut rester ici, moi, j'ai pas de trouble à dépenser un petit peu pour un gars comme ça. De toute façon, les contrats de Dvorak, d'Henderson, puis peut-être Gallagher, on le sait pas, là, mais ces contrats-là vont sauter de la masse salariale, en plus que le plafond salarial va augmenter également. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de problème à faire cette dépense-là parce que c'est de l'investissement à long terme. Il y a des joueurs présentement en Kapanen et en Owen Beck, je pense, qui aspirent à la même chaise que Jake Evans. Mais on le voit présentement, on regarde avec les défenseurs, là. On s'est départi de Kovacevic, on s'est départi d'Edmundson. C'est correct, là, mais surtout Kovacevic, mettons. Là. Puis Jordan Harris, ça, j'accepte la transaction, c'est correct, mais on s'est départi de joueurs de l'alignement, des gars avec des contrats standards pour faire place aux jeunes. Puis là, en défensive, on se rend compte que les jeunes, ils sont pas prêts. C'est pas facile. Puis c'est pas facile. Fait que est-ce que tu veux vraiment faire ça avec un Owen Beck que tu amènes dans la Ligue nationale 1 an trop tôt, alors que tu as un Jake Evans que tu pourrais signer avec un contrat, à mon avis, qui est raisonnable, là, entre 2 et 3 millions, honnêtement, pour un joueur de rôle piqué, bottom six, capable de te donner un 30 points puis qui est stable, qui est constant. J'ai pas de misère avec cette dépense-là, moi, honnêtement. Non plus. Puis, tu sais, oui, des Jake Evans, ça se trouve sur le marché des joueurs autonomes, puis tout, mais c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as développé, Jake Evans. C'est toi qui le connais à 100% dans ton organisation. Tu sais qu'est-ce qu'il va te donner. Fait que c'est sûr que ça se paye un peu plus. T'as moins de points d'interrogation. Puis il gagne 1,7 présentement. Là. Ouais, c'est le 3 millions, là, c'est vraiment. Moi, je m'attends à ça, en fait. Là. Moi, je trouve que c'est une extrapolation de ce qu'il pourrait continuer à obtenir pendant la saison parce que ça va bien présentement. Mais il pourrait très bien signer à 2,5 puis ça serait bien correct de même. Là. Ça serait mieux, c'est sûr, mais moi, je m'attends à 3. 3, puis s'il signe moins longtemps, un peu plus, mettons.
Mais je m'attends pas à quelque chose comme 2 millions. Puis si M. Jean-Maurice est contre ça, c'est bien correct, je le comprends, parce qu'il veut pas les contrats puis tout, mais le Canadien n'est pas prêt à gagner. Fait que la masse salariale, là, pour les 3 prochaines années avec Gallagher puis Anderson qui va être encore là, c'est pas important. Ah, mais probablement les deux qui vont se faire racheter, là, mais on verra. Mais je pense qu'on est en train d'avoir Jean-Maurice, là, je le vois commenter sur YouTube. Là, à 2.5, 2.7, ce serait excellent qu'il mentionne. Fait que je pense qu'on est d'accord, Jean-Maurice, plus que tu ne le crois. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut pas refaire un. Tu sais, Lekonen, ça fait mal, mais c'est sûr qu'il faut pas refaire un Philippe Danault avec Marc Bergevin. Là. La perte de Danault a vraiment fait mal. Vraiment, c'est fou. Pour 500 000 $, là, il est allé chercher genre Hoffman puis Dvorak. Hein, c'est Dvorak. Arc. Tu sais, en tout cas, faut pas refaire ça. T'sais, Evan, c'est pas Danault, là. Mais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas signer un joueur sur les agents libres 2 ans, 4 ou 5 millions en te disant, hey, ce gars-là, il va jouer sur le 3e trio, il va encadrer nos jeunes. Puis il vire en Dvorak. Oui, puis qui vire en Dvorak. Alors que tu as un Jake Evans que tu pourrais signer 2.5 qui pourrait faire exactement la même affaire, qui connaît déjà les jeunes qui sont dans l'organisation pour les avoir côtoyés au camp de développement, au camp d'entraînement. Fait que tu sais, tu l'as là. Puis Jake Evans, je le répète encore, il sera pas meilleur ailleurs. Tu sais, Danault, ailleurs, il a eu un meilleur rôle, puis ça va bien ailleurs. Lekonen, c'est la même affaire. Mais Jake Evans, ce qu'on voit présentement de Jake Evans, c'est ce qu'on verrait dans une autre organisation. Il sera pas plus que ça. Fait que rendu là, moi, je pense qu'on devrait le signer. D'accord avec toi. On a commencé, ça fait 12 minutes qu'on est sur Jake Evans, c'est quand même pas pire. Ouais, c'est ça. Puis, on va se le dire, on va closer sur le dossier de Jake Evans, mais, tu sais, des fois, là, quand on parle de repêchage, puis d'espoir et tout, tu sais, on a tendance à parler des espoirs comme, tu sais, si ce gars-là joue dans la Ligue nationale, ça va être une victoire pour l'organisation. Jake Evans, c'est un choix de 7e ronde. Ben oui. Tu l'as dit, il a fait 4 saisons dans NCAA, 2 saisons avec le Rocket de Laval pour après ça devenir un régulier dans l'équipe du Canadien de Montréal. Déjà, c'est un immense succès pour l'organisation. Ouais. Même affaire avec Primo. Tu sais, oui, ça va pas super bien, là, mais il a pris le grand chemin. Là. Puis, ben, il est dans la ligue. C'est un gros plus. Là. C'est des choix vraiment lointains. C'est des gros wins. S'il y a un gars que je dis dans ma liste, dans le fond, qui était 83 dans ma liste qui a été repêché 6 ou 7e ronde, puis qu'en fin de compte, il joue dans la ligue, c'est un gros win. Là. Sérieusement. On pense, on a souvent la mentalité, ouais, tu sais, si un joueur devient avec un immense impact dans la Ligue nationale, là, c'est une bonne sélection. Si tu as un choix de 7e ronde qui joue dans la Ligue nationale, c'est déjà crissement bon. Là. Même Florent Jacquet qui joue dans la Ligue américaine en ce moment, c'est un win pour un choix de 4e ronde. C'est ça. Fait que tu sais, imagine un gars comme Jake Evans qui a un rôle et un impact dans la Ligue nationale. Pas un impact de gars de 60, 70, 80 points. Ça n'a jamais été ça l'objectif. Mais il y a un impact positif puis un rôle dans l'équipe. C'est un choix de 7e ronde. Très grosse win pour le développement. Puis c'est tout le temps garder en tête aussi pour quand on fait du scouting aussi. Tu sais, de genre, ouais, tu sais, je sais pas c'est quoi son rôle, tu sais, peut-être tout 4e centre. Ben, pas mauvais. Sérieusement. Là. Fait que c'est ça. C'est ça qui est le fun. Exact. Dernier sujet, Pascal. C'est un sujet qui anime les discussions. C'est un sujet qui polarise les partisans. Arber Xhekaj, qu'est-ce qu'on fait avec? Dans le contexte actuel avec Montréal, OK? Là, il y a des écoles de pensée différentes concernant Xhekaj au niveau de sa robustesse et tout. Mais on voit présentement le portrait de la défensive du Canadien et c'est pas très chic. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de cohésion défensive pour Arber Xhekaj ou finalement ce n'est qu'un défenseur sur qui on s'appuie pour sa robustesse? Lui, c'est probablement pas. Ouais, sa robustesse.
Il sait probablement pas lui-même, en fait. Je pense pas qu'il est mêlé ou qu'il est mal coaché. Je pense vraiment pas que c'est ça le problème. Mais collectivement parlant, ça va pas super bien, on va se le dire, là. Il n'y a pas de constance dans tous les aspects de la défensive. Il n'y a aucune constance. La seule constance qu'il y a, c'est que Hudson aime avoir la rondelle. Puis Matheson ne la passera pas à ses coéquipiers, il va se lancer à 20 pieds du net. C'est ça la constance de la défensive en ce moment chez les Canadiens de Montréal. Puis Herbert Jacquet va pogner des pénalités qui sont des fois même pas de sa faute, juste parce qu'il était là. Des fois, c'est... Bref. Il est pas chanceux des fois sur des pénalités, sérieusement, là, qu'il méritait pas, mais c'est ça qui arrive, là. Mais tu sais, tout ce qui est arrivé dans la pré-saison, ça a tellement détruit. Ça a tellement créé la distraction pour l'équipe, puis encore plus pour Jacquet. Fait que, l'évaluer en ce moment, je trouve que c'est difficile parce que c'est sûr qu'il y a plein d'affaires dans sa tête. Là. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a toutes les. On dit souvent qu'il n'y a pas de progression dans son jeu. Il est le même joueur que Vla quand il a commencé. Mais c'est encore pire que ça. Il régresse parce que la défensive est dégueulasse, là. Mais il y a tellement des distractions. Le monde s'attend à ce qu'il se batte. Le monde s'attend à ce qu'il protège. Puis quand il va être là, il n'y a personne d'autre qui va frapper les joueurs. C'est pas ça. Pas en toute la réalité des nationales de hockey. Il n'y a personne qui a peur de Jacquet, sauf, mettons, les pestes. Là. Sauf les pestes, il n'y a personne qui a peur d'un gars comme Jacquet. Parce qu'il y a du monde qui sont capables de tu sais, OK, ben, je vais plaquer un gars. Légalement, ça limite. Je viens de battre. Tu vas te faire mettre dehors 5 minutes de pénalité qu'on peut scorer 3 buts, puis je m'en fous. Tu sais, c'est utilisé. Oui, je me rappelle pas qui mentionnait ça sur Twitter, mais je pense qu'il y a un analyste ou je me souviens pas là, mais les équipes adverses préfèrent avoir Jacquet à la patinoire qu'au banc des punitions. Parce qu'il y a des carences en défensive, parce que ça va vite. Tu sais, à Laval, ça allait bien, Jacquet. Le style de jeu était plus robuste, puis un petit peu moins rapide. Puis je trouvais qu'il jouait bien à Laval. Puis dans la Ligue nationale, c'est difficile. Il a déjà été meilleur, en fait. Mais là, cette année, c'est encore plus difficile. Vas-y. Je pense que c'est pas au niveau de ses habiletés personnelles, individuelles. Non. C'est la compréhension de la game. Ce gars-là ne reconnaît pas les situations comme il se doit, comme défenseur sur la patinoire. Puis là, on écarte le débat de « Ah, mais moi, je le mettrais à l'avant. » Non, il reconnaît pas les situations. Il n'y a pas... Herbert Jacquet n'a pas un gros hockey sense. On va se le dire. Puis à l'avant, son hockey sense va lui nuire aussi. Là. Fait que je suis pas tant d'accord de l'amener à l'avant. Mais tu le vois que son hockey sense lui nuit. Puis là, en plus, il faut qu'il apprenne un nouveau système. Avec le système de qui est basé sur ses habiletés. Fait que c'est sûr que c'est pas le bon mix. Puis là, on aime ça dire Saint-Louis, il met des menottes aux mains, il veut pas qu'il soit robuste. Mais c'est pas ça. Il est pas capable de. Moi, je pense qu'il est pas capable de comprendre le système. Tu sais, c'est pas normal que Jacquet, c'est un des défenseurs les moins utilisés sur la patinoire. Puis c'est le meneur dans les revirements. Tu sais, normalement, quand t'es meneur dans les revirements, il y a une analyse à faire très simple. Tu as souvent la rondelle sur la palette, tu fais beaucoup de revirements. Quinn Hughes. Markov. Même Makar. Tout le temps ça. Markov. Hudson. Hudson est égal à Jacquet dans cette catégorie-là, d'ailleurs. Je peux comprendre. Mais c'est un des joueurs dans la Ligue nationale qui a le plus souvent la rondelle sur sa palette. Jacquet a le même nombre de revirements que Hudson. Et il a très peu souvent la rondelle sur la palette. À un moment donné... Est-ce que c'est un problème de robustesse dans le sens on veut pas qu'il exploite sa robustesse ou si c'est un problème de hockey sense, de cohésion défensive? Je pense que les statistiques parlent d'eux-mêmes. Mais j'aimerais ça, tu sais, parce que Jacquet, ça allait bien quand même, tu sais, pas cette saison, mais il y a eu des moments que son offensive fonctionnait bien, il était quand même capable de monter à puck, de faire progresser le jeu. Défensivement parlant, c'était pas tout le temps top-notch, mais il y avait plus de stabilité dans son jeu. Puis cette année, ben, il joue tout le temps avec soit les défenseurs gauchers qui jouent à droite, ou des gars, tu sais, des jeunes. Il joue tout le temps avec des jeunes. T'sais, c'est pas avec Barron que tu vas t'améliorer au niveau des revirements, ni avec Mailloux. Ça ira pas bien. Même avec un Savard,
la Pourquoi tu paire ferais jouer avec avec Mailloux, Savard? la paire avec Mailloux à Laval, ça allait Ouais. bien quand même. Mais Mailloux, es-tu prêt pour la Ligue nationale de hockey à jouer contre... Non, c'est ça. Ça n'a pas rapport à faire jouer les deux Pas ensemble. défensivement, c'est ça. Non. Tu sais, moi, j'aimerais vraiment ça le voir avec un bon patineur droitier qui joue défensif, qui a vraiment un style défensif pour y montrer... Tu sais, pas Savard. Savard, il est vraiment plus avec Hudson. Ça, c'est la paire que tu as besoin de garder. Ça, c'est correct, tu sais. Mais, tu sais, jouer avec Goulet, non. C'est un gaucher, fucking Goulet. Tu sais, je trouve vraiment pas que le contexte actuel est bon pour Jacky. Puis c'est dommage, vraiment dommage, parce qu'il est peut-être dans une équipe un peu plus mature. Il aurait sa place. C'est pour ça qu'il y a plusieurs informateurs qui disent que si le lendemain matin, s'ils tombent sur le marché des joueurs autonomes, ils vont être dans les double-digit équipes à vouloir l'avoir. Parce qu'ils ont le staff pour lui permettre peut-être de progresser. T'sais. Peut-être qu'il ne sera jamais... On le comparait beaucoup à Ben Sherratt, qui n'a jamais été top-notch dans d'autres équipes. Avec Montréal, il a joué une chaise pendant un peu de temps, puis le Canadien a optimisé sa valeur. C'est parfait. Mais c'est ce genre de joueur-là qu'on aimerait qu'il devienne. Mais en ce moment, il est tellement mêlé. Parce qu'il y a quand même du talent offensif, mais il n'y a rien qui il n'est pas capable d'appuyer son jeu offensif. Jeu défensif, ça va pas bien. Robustesse, le monde rit dans sa face quasiment dans la ligue, puis il pogne tout le temps des 2 minutes ou des 5 minutes. Comme il est mêlé, ce joueur-là. Là. Il est mêlé. Là. Il a besoin de stabilité, puis il y en a zéro nulle part. Dans le contexte du Canadien en ce moment, c'est pas parfait. Il faudrait pas qu'il joue avec des recrues. Vraiment pas. C'est Struble, je l'aime bien, mais c'est pas lui qu'il faut qu'il joue avec Jacky. Ni Barron. Tu sais, moi, ce qui me gosse... Ouais. Ce qui me gosse dans le débat de Jacky, c'est que il est très polarisant. Ouais, il est très polarisant. Puis tu sais, moi, j'adore son côté physique. Je le sais que ce gars-là, il va défendre ses coéquipiers. Ben Puis les gars dans le vestiaire l'adorent pour ça. Tu sais, c'est sûr, on le sait tout sur l'impact indirect que Jacky a. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de dire que parce que Jacky est là, il se passe rien. C'est encore pire. Tu sais, là, j'ai fait un peu exprès là, sur Twitter. Mais occupe pas. J'ai fait un peu exprès. T'as fait du Larchie. Non, mais c'était même pas pour trasher Jacky. C'est juste pour montrer. Tu sais, c'est juste pour dire que, dans le fond, Noël Acciari des Pingouins de Pittsburgh, My Penguins. D'ailleurs, je porte fièrement le chandail de Sidney Crosby des années 2009-2010, genre. Noël Acciari, tu sais, il frappe légalement Christian Dvorak. Ouais, il fait pas de cadeau. C'était une mise en échec légale, mais percutante. Puis, au sifflet, Arbor Jackal va le voir, probablement l'avertit. Il dit « Hey, mon tap, puis ici, puis ça, si tu refais ça, je t'en sacre une. » J'invente ça, là, mais il est allé le voir. T'sais. Puis on l'a vu, là. On l'a vu sur le broadcast. Il est allé le voir. Quelques instants après, Noël Acciari pousse Gallagher dans le filet de dos. Il n'y avait pas matière à punition, mais quand même, il l'a poussé Gallagher dans a comme le dos. réagi bizarre sur la séquence. C'était comme ouais, un peu retardement, c'était bizarre. C'est ça. Mais c'était quand même dans le dos. Puis par après, Noël Acciari, mise en échec à la tête de Slavkovski. Encore du Slavkovski. Puis j'ai fait exprès sur Twitter, à chaque fois qu'Acciari faisait de quoi, je mentionnais « Hey, Acciari a fait un geste. Pourtant, Jacky l'avait averti. Et pourtant, Jacky l'avait averti. » Les joueurs s'empêchent pas de faire de quoi parce que Arbor Jacky est là. Arrêtez de penser ça. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas peur. C'est des œillères, ça. C'est du fanatisme pur et dur. Mais j'étais content quand Arbor Jacky a répondu à Acciari à la fin de la game, qui est allé passer un message. Trouble aussi a fait pareil. Tu sais, Kevin Bieksa, il en parlait là, sur le broadcast de Sportsnet, puis il disait il y a eu une réponse du Canadien de Montréal, puis c'est ça qu'on veut voir. Ben oui, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des gars qui se tiennent. Puis Jacky, c'est ça qu'il fait. Il fait en sorte que les gars se tiennent, puis c'est bien correct. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Là. Premièrement, Jacky, oui, cet impact-là, il l'a. Mais deuxièmement, ses revirements font. Et sa glace, c'est ça, il nuit.
ses revirements et ses bourdes font beaucoup plus mal à l'équipe que sa présence a d'impact positif. Fait que, tu sais, je comprends qu'on peut être fâché envers Martin Saint-Louis de le bencher, puis on dit qu'on y met des menottes et tout et tout. Mais Arbor Xhekaj, là, à Laval, il a montré du bon jeu sur la patinoire, du jeu hockey, il l'a montré, là. Puis dans la Ligue nationale, il n'est pas capable de le montrer du bon hockey sur la patinoire. Est-ce qu'il a été rushé? Ben oui, Pascal, on l'a tellement dit souvent l'année passée. Là. Ce gars-là n'aurait pas dû commencer dans la Ligue nationale. Il joue dans la Ligue nationale présentement parce qu'il y a un apport physique puis un apport au niveau des mises en échec puis au niveau d'être capable de dropper les gants. Il est là pour ça. Mais ça, par exemple, je m'explique mal comment tu ne mets pas Xhekaj quand cet apport singulier-là, tu le mets pas contre Washington, que tu as Tom Wilson. Ouais, ça. Puis tu le mets contre les Pingouins, qui est aucunement une équipe physique. Tu sais, là, Cherry a fait des gestes, mais. Fait il y a ça que je suis capable d'accorder que je comprends pas. Ouais. Mais à un moment donné, aussi, c'est ça. Mais tu sais, là, à un moment donné, il va falloir nous lâcher. Tu sais, là, à tous les matchs, Xhekaj ci, Xhekaj ça. Hey, c'est un défenseur 6-7, là. Puis jusqu'à preuve du contraire, Xhekaj, c'est un goon. Il va falloir arrêter à un moment donné. Là. Puis la pire position pour un goon, excepté le gardien de but, c'est le défenseur. C'est la pire affaire. Tu peux pas avoir un goon défenseur. T'sais, si tu perds un gars, t'as 5 défenseurs, c'est comme pour 5 minutes. Puis souvent pour 10 avec lui. Rendu là, Pascal, la game. Tu jouerais-tu à 7 défenseurs? On a posé la question dans le dernier podcast. Ouais. Tu peux pas... juste pour faire jouer Xhekaj. Non. Non, c'est pas non. C'est pas mon avis. C'est ça. Fait que, tu sais, on l'aime, là, Xhekaj, c'est un favori de la foule, mais à un moment donné, on le voit, là, la défensive au complet a des carences en défensive. Puis Xhekaj, on peut pas l'écarter du lot. C'est une des principales carences qu'on a en défensive. Les équipes adverses veulent l'avoir sur la patinoire. Fait que... Ah, il serait vraiment mieux dans une équipe qui est 2-3 ans d'avance sur Montréal, sur son développement, sur la reconstruction, mettons, ou juste la maturité de l'équipe. Là. D'avoir une stabilité au niveau de son défenseur droitier sur sa paire, ça serait vraiment l'idéal, mais les Canadiens n'ont pas ça. Mais en même temps, Xhekaj, tu le laisses à Laval 3 ans. Quand l'équipe est mature, tu l'amènes dans le club. Ben oui, c'est ça. Oui. Strobel, même affaire avec Strobel. Avec Strobel, c'est la même affaire un peu. T'sais, oui, il est capable de jouer dans le show, mais le plafond est atteint trop vite. Mais Strobel, tu peux le voir comme un joueur tampon. Ben oui, il sera pas là quand on va gagner. C'est ça, il sera pas là quand le Canadien va gagner. Mais Xhekaj, tu peux quand même le voir dans une équipe qui va gagner, mais entre-temps, il te nuit plus que d'autres choses. Fait que, calvaire, laisse-le dans la Ligue américaine. Puis quand ce sera le temps, là, tu l'amèneras. Avec ton frère. Ça arrivera pas, par exemple. La décision est prise. Ouais, ça, c'est un autre débat. All right, Pascal. Très plaisant comme épisode. Carte de hockey. Oui, merci de me le rappeler. Là, désolé, Florent, un de nos auditeurs et rédacteurs avec tout sur le hockey. J'avais prévu installer une autre caméra puis montrer vraiment le dévoilement comme du monde avec une autre caméra là, pour qu'on voit les cartes et tout. Mais j'ai pas eu le temps, malheureusement, d'installer une autre caméra. Donc, on va y aller à la bonne franquette comme les autres fois. Donc, quand je dis à la bonne franquette, c'est montrer les cartes directement dans la caméra avec le green screen en arrière. Fait que je vais passer les cartes moyennes. Les bases. Ouais, les cartes de base, là, présentement. Là. C'est pas mal juste ça que j'ai. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais une Aim Bots de Artemi Panarin. Elle est pas lettre. Ouais, mais je pense pas que ça vaut quelque chose, honnêtement. Non, je pense à date, dans ce paquet-là,
aucune Young Guns encore. Malheureusement. J'ai eu encore une gaming PvP de Mackenzie Weger puis de Quinn Hughes. Ça aussi, ça doit valoir un gros 1$, là, mais bon. Fait que pas de Young Guns encore, Pascal, pour ce dévoilement de cartes-là. Ah, ça, c'est ton problème. Je vous ai fait un peu d'ASMR dans le micro là, en ouvrant le paquet. Moi, j'ai fait comme ça. Oh mon Dieu! Base 1, Base 2, et un Frozen Hot Shot qui vaut rien. On n'aura pas eu, mais tu vas voir, prochain épisode, je vais installer une vraie caméra. Ouais, prochain épisode, je vais installer une vraie caméra, puis tu vas voir, je vais sortir une solide Young Guns. Ça va être Clear cut. de Connor Bedard, let's go. Exact. Alright, donc merci à ceux qui étaient à l'écoute. Puis merci Pascal d'avoir été présent pour cet épisode. Puis ben nous, on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Yes, sir.